merci de votre présence pour faire le tour des Alpes à vélo maintenant. Donc, on sait que de l'Autriche à la Méditerranée, les Alpes décrivent un arc qui traverse les frontières et témoigne d'une géographie complexe et d'une histoire à la richesse incomparable. Alors, à la fin de ses études d'ingénieur, Nicolas Richoz, ingénieur méticuleux et photographe audacieux et astucieux, s'y est lancé par la route, avec un rêve d'évasion qui est devenu une réalité, avec une part d'idéalisme dans le désir de partir en couple et de pénétrer un monde hostile et mystérieux. La fantaisie du voyageur a été d'enfourcher un vélo, de grimper, de souffrir, de parvenir au col pour enfin se redresser et contempler la mer de nuages. Voilà. Donc Nicolas va vous emmener sur cet arc alpin, sur le porte-bagages de son vélo. Et vous allez voir, c'est quand même une escapade très réussie. Alors, merci M. Morisseau. Merci de me donner l'opportunité de donner une conférence aujourd'hui devant vous. Merci aussi à vous d'être là aujourd'hui pour m'écouter. Et comme on est sur la lancée des remerciements, peut-être je vais en profiter pour remercier encore une personne et la présenter par la même occasion. Donc cette personne, c'est Coralie, elle est au fond. Donc Coralie, qui est ma compagne, m'a accompagné sur plus de la moitié du voyage. Elle a dû rentrer à mi-parcours, non pas par dégoût de l'effort, comme vous vous en doutez, mais parce qu'elle avait sa rentrée universitaire. Donc merci Coralie pour ton soutien psychologique et matériel, puisque c'est elle qui portait le drone avec tant de convoitise. Et merci aussi pour ton rôle de modèle, parce que vous allez voir sur les images, s'il y a une cycliste, eh bien c'est Coralie. Alors, les Alpes à vélo, c'est quoi? C'est ce beau livre qui résulte d'un voyage de 10 000 km à travers les 7 pays alpins et 210 000 mètres de dénivelé positif que nous avons parcouru en 125 jours, donc en 5 mois. Alors peut-être, avant d'entrer un petit peu plus en profondeur dans ce livre, je vais me présenter brièvement. Donc, on m'a déjà présenté Nicolas Richoz, j'ai 28 ans, j'en avais 26 au col de la Madeleine lors du voyage. J'ai fêté tout seul mon anniversaire avec une madeleine de 1600 kilocalories pour l'occasion. Donc je suis ingénieur civil de formation et comme vous vous en doutez, ma passion c'est le triathlon et en plus particulier le cyclisme. Alors, la conférence, donc on se demandait avec Coralie, mais comment allions-nous bien pouvoir orienter cette conférence? Et on a décidé de la séparer en 3 parties, avec une première partie sur l'avant-voyage, une deuxième partie sur le voyage et une troisième partie sur l'après-voyage. Alors sur l'avant-voyage, on va vous parler du matériel, de la planification du voyage et de l'itinéraire. Ensuite, Coralie viendra vous lire une anecdote du livre sur la partie du voyage et sur la partie de l'après-voyage, eh bien, je parlerai un petit peu du travail qui a été nécessaire pour concevoir ce livre. Alors pourquoi un livre? Je pense que dans la vie on a tous nos petits projets personnels, que ce soit gravir le Mont Blanc ou alors, je ne sais pas, ouvrir son entreprise ou d'écrire un livre. Pour mon cas c'était d'écrire un livre, mais d'où vient ce déclic, cette petite chose qui nous dit tiens, je vais le faire? Alors pour ma part c'était ce jour-là au QTAI, donc j'étais en Allemagne, à Munich plus précisément. J'étais en train de réaliser mon stage en génie civil en 2017 et deux amis allemands m'ont emmené sur l'un des plus beaux cols autrichiens, le col du QTAI. Pourquoi est-ce que ça a été un événement remarquable pour moi, important? Et bien tout simplement parce que ce jour-là, on a partagé 3 valeurs qui m'étaient chères. La première, c'est la valeur sociale. On est entre amis, on s'amuse, on se tire la bourre, on fait des sprints à chaque pancarte, vous devez connaître ça. Ensuite, il y a la valeur sportive. Je ne sais pas si vous connaissez Laetitia Roux, championne de France de ski alpinisme, qui a dit une fois, lorsqu'on est entraîné, on ne subit pas l'effort, on le domine. Et moi, je trouve que c'est tellement vrai, on est capable de relancer la machine, d'accélérer, de ralentir, et on arrive même à prendre du plaisir à ressentir ces sensations. C'est pour ça que je fais du sport. Et la troisième valeur, eh bien, c'est tout simplement la valeur esthétique. Moi, je suis persuadé que juste le fait de pratiquer une activité physique à l'extérieur, en particulier dans le cadre alpin, eh ben, la montagne est un amplificateur des émotions. Alors si vous résolvez l'équation, valeur sociale plus valeur sportive plus valeur esthétique, eh bien la résolution de l'équation, c'est que vous vous sentez vivant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai publié ce livre. Je veux donner vraiment aux gens l'envie de pratiquer
une activité sportive, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit à pied ou à vélo, bref, mon message c'est faites du sport. Alors c'est vraiment, voilà, c'est important pour moi de vous exposer mes motivations quant à la publication de ce livre. Ensuite, alors, à partir de cet événement-là, j'ai eu cette prise de conscience que je voulais découvrir davantage de cols et surtout que je voulais partager cette passion. Alors, j'ai commencé en 2017 à m'inscrire à l'Institut de photographie de Genève pour prendre des cours photo. J'ai suivi une formation de télépilote de drone et voilà, je me suis aussi inscrit à plusieurs magazines, à plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. J'ai étudié l'historique du Tour de France, du Tour d'Italie et dès que j'entendais parler d'un col qui m'était méconnu, eh bien je l'ajoutais sur cette carte. Après 2 ans, j'avais 1000 points d'intérêt que je pouvais parcourir, que je pouvais sélectionner pour mon voyage. Et sur ces 1000 points d'intérêt, j'en ai sélectionné environ 300 que vous pouvez trouver dans le livre, qui sont selon moi les 300 points d'intérêt les plus pertinents. Alors ensuite, donc l'itinéraire. Alors, la thématique de cette conférence, c'est quand même l'itinéraire. La thématique du salon, c'est l'arc alpin. Alors pour poser des bonnes bases, je pense qu'il est important d'exposer cette carte des Alpes. On a plusieurs manières de nommer les régions alpines. En France, on sépare souvent les Alpes Nord des Alpes Sud, entre Thonon et Nice, alors que cette région, finalement, ne représente qu'un tiers du territoire alpin. Pour ma part, je me suis basé sur le système territorial de nomenclature selon la Soyuza, Soyuza pour Subdivision orographique internationale unifiée du système alpin, tout simplement parce que ce système délimite les régions alpines selon un critère topographique. Ça veut dire que j'étais capable de franchir différents cols d'une même région tout en restant dans cette région, puisque les limites de cette région, eh bien, c'était les vallées creusées par les rivières en aval. Donc, pour petit rappel, les Alpes, c'est 7 pays, France, Suisse, Allemagne, Autriche, Slovénie, Italie et Liechtenstein, si on peut le compter comme un petit pays. Et nous avons parcouru presque 10 000 km et 200 000 mètres de dénivelé positif. Alors, vous avez ici le premier niveau de subdivision des Alpes, selon la Soyuza, qui sépare les Alpes en 5 régions, Alpes occidentales, Alpes centrales, Alpes orientales nord, centrales et sud. Ensuite, vous avez le deuxième niveau de subdivision des Alpes, qui sépare les régions alpines en 36 sections. Pourquoi est-ce que je vous montre cette slide-là, cette carte? Eh bien, tout simplement parce que cette carte, c'est le cœur même, la structure même du livre. Il y a 13 chapitres dans ce livre, et un chapitre représente entre 1 à 4 de ces régions alpines. Donc voilà, ça me semblait important de montrer cette carte-là, et on peut voir ici qu'on est actuellement dans les Alpes gris. Alors, pour la suite, voici notre itinéraire. Donc, à vol d'oiseau, l'arc de cercle entre Vienne, notre point de départ en Autriche, et notre point d'arrivée à Savone, ici, mesure 1200 km, et nous avions parcouru environ 10 000 km. Autant dire qu'on a fait beaucoup d'allers-retours. Alors, juillet 2019, on est parti là-haut de Vienne, on a parcouru les Alpes orientales centrales nord jusqu'au Liechtenstein, ensuite, à travers les Alpes orientales centrales jusqu'en Slovénie, on est allé à Ljubljana, et ensuite, à travers les Dolomites, on est revenu en Suisse, dans le canton du Tessin, ici au milieu de la carte, et à ce moment-là, donc Coralie a dû partir, malheureusement, et il y a aussi un autre événement qui a perturbé la continuité de mon itinéraire. Le problème, c'est qu'on était en début septembre, et les premières neiges précoces avaient causé la fermeture du col de San Bernardino. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste quand même tous les grands cols français et les grands cols italiens à parcourir. Donc là, j'ai eu cette prise de conscience que je ne pourrais pas conserver la continuité de mon itinéraire. C'est pour ça qu'il y a plein de couleurs. J'explique la raison de ces couleurs dans le livre. Et en gros, ce que j'ai décidé de faire, c'est de rallier le plus rapidement le sud en traversant par les plus hauts cols alpins, plus hauts de 2000 mètres d'altitude avant leur fermeture hivernale. Donc en septembre, j'étais dans le canton du Tessin. Tout le mois d'octobre, j'ai traversé les Alpes vraiment centrales de la Suisse, de France et d'Italie. J'ai terminé, il me semble, c'était les cimes de la Bonnette et ensuite le col de la Lombarde. Je suis rentré ensuite en train en Suisse pour finalement parcourir les régions préalpines suisses, italiennes,
Puis, à la fin, en novembre, les régions françaises, hein, avec ici les régions provençales. Et au moment où je roulais avec mon vélo dans ces régions préalpines, eh bien, les grands cols alpins étaient déjà fermés. Alors, je parle avant, j'ai écrit la planification à 3 échelles. Donc, je parle de cette planification à 3 échelles dans le livre. Donc, il y a une planification mensuelle, hebdomadaire et journalière. Donc, chaque mois, on consacrait grosso modo une journée pour dessiner environ 2000 km de l'itinéraire, juste pour s'assurer d'arriver à Savone à temps. Ensuite, la planification hebdomadaire. Donc, chaque semaine, eh bien, on s'octroyait un jour de repos, et durant ce jour de repos, on réservait les logements et on définissait la longueur des étapes en fonction de la météo. C'est-à-dire que s'il pleuvait, on avait tendance à raccourcir les étapes à environ 50 km, et s'il faisait beau, on roulait environ 100 km et 3000 mètres de dénivelé. Donc c'était vraiment de la réservation à la dernière minute en fonction de la météo, et on essayait aussi de s'imposer à chaque fois ce jour de repos lors d'un jour de pluie. Sur 125 jours de voyage, on n'a connu que 6 jours de pluie. Alors, ça ne semble pas être énorme, on s'est aussi organisé pour ça, on a eu beaucoup de chance cette saison, mais dans les Alpes, il y a aussi énormément de microclimats alpins, on étudiait chaque jour le radar météo, et si vous décalez un petit peu le départ, je pense qu'on arrivait presque quasiment à 70% des cas à passer en écoute. Donc ensuite, il y a la planification journalière, chaque jour. Donc on dessinait plus en détail l'étape du lendemain, et surtout on planifiait, on anticipait tout ce qui concernait la photographie. Donc vous avez l'exemple d'une boucle classique, c'est un grand classique, c'est en Suisse, une boucle de 100 km et 3000 mètres de dénivelé. On est parti au départ de Hospental, on a gravi le premier col de la Fourca, on est redescendu, deuxième col Nufnenpass, et puis enfin troisième col, la route du Gothard. Alors, sachant que la photographie est vraiment au cœur de nos préoccupations, pourquoi pensez-vous qu'on a décidé de réaliser la boucle dans ce sens et puis pas dans le sens inverse? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pour prendre en photo la vieille route. Exactement. Alors, Corly, tu as un peu spoilé, c'est très bien, c'est pour la lumière. C'est une bonne réponse, c'est pour prendre en photo alors le col du Gothard avec sa fameuse route Trémola. Donc vous avez ici encadré voilà, la route de Trémola, qui est une route iconique, peut-être la plus iconique des Alpes, qui est recouverte de pavés sur plus de 7 km, et c'était vraiment le point principal qu'on voulait photographier. Alors, dans la planification photographique, chaque jour, je regardais sur Google Earth à quel poste me situer et à quel moment je devais me trouver à cet endroit en fonction de la lumière du soleil. On a l'exemple ici de la lumière du soleil à 8 h du matin. Donc vous voyez à droite les lacets un petit peu de la fameuse route Trémola qui sont à l'ombre, et vous avez ici l'image des lacets à 18 h. Donc je savais que je devais arriver le soir pour la photo du coucher du soleil sur la route de la Trémola. Donc ça, c'est ce qui a été planifié, et au final, quand on est arrivé, le soleil était quasiment déjà couché. On n'a pas eu beaucoup de chance ce jour-là. Alors, ensuite, au niveau du matériel, on nous a demandé, de temps en temps, on nous demande « Ah, mais où est-ce que tu as dormi? Est-ce que tu as campé? Est-ce que tu es allé à l'hôtel ?» Eh bien, nous, on a préféré le logement chez l'habitant, pour la simple et bonne raison que chaque jour, on avait 13 batteries à charger. Vous en comptez 4 pour le drone, 2 pour les GPS, 4 pour les lampes, les portables, la caméra, bref, ça fait beaucoup d'électricité. Les escapades nocturnes s'inséraient dans notre routine quotidienne aussi. On avait tendance à se lever à l'aube et parfois arriver au crépuscule. Donc on se voyait mal, encore à 5 h du matin ou à minuit, déplier ou ranger une tente. Et on avait besoin quand même un minimum de confort pour ce voyage, sachant que l'objectif était quand même de proposer une documentation conséquente en termes d'imagerie pour le livre. Ensuite, vous avez ici l'image donc de mon guidon de vélo. J'ai fixé la radiocommande du drone sur la potence. De cette manière, je pouvais prendre les photos en pédalant. C'est pas très recommandé, mais si vous ne roulez pas très vite, ça peut fonctionner. Vous voyez ici en haut une autre image. Je faisais décoller le drone en Italie sur un pont, et que j'ai la radiocommande toujours fixée sur
la potence, j'avais un petit trépied en dessous avec moi pour photographier un lever du soleil, et à droite, vous avez le matériel que l'on a pris durant 5 mois. Donc sur la partie gauche de l'image, un petit peu du parc matériel, eh bien, vous avez mes habits à moi, et à droite, les habits de Coralie. Nous avions 2 sacoches chacun, une avant sur le guidon, une arrière sous la selle de 5 kg chacune. Dans la sacoche avant, on avait tout le matériel dédié au multimédia, donc les ordinateurs portables, les câbles, les batteries, les cartes mémoire, bref, un petit peu tout le chenil électronique, on va dire. Et dans la sacoche arrière, on avait les habits classiques d'un cycliste, du multicouche, du maillot simple à la thermique, avec un équipement de pluie aussi. Alors, si on passe à la slide suivante, voilà, vous avez ici quelques images qui illustrent un petit peu les moments où on avait vêtu notre équipement de pluie. Alors, on a connu un gros jour de pluie au Passo del Bernina à 2300 mètres, mais on avait tendance à vêtir l'équipement de pluie, pas uniquement lorsqu'il pleuvait, mais surtout lorsqu'on arrivait au sommet des cols, souvent le matin, pour les photos du soleil, du lever du soleil, eh bien on arrivait tôt, il faisait quoi, peut-être 5 à 10 degrés maximum, et puis là, on faisait des pauses un petit peu interminables pour la photographie, donc on s'habillait de tout notre équipement pour avoir un petit peu plus chaud. Vous voyez ici que j'étais en train de télécommander le drone pour réaliser des photos, un lever du soleil dans les Dolomites, et puis voilà quelques images qui illustrent l'équipement. Alors maintenant, pour la suite, on en a terminé là cette partie de préparation du voyage, et j'ai juste fait un petit montage vidéo d'1 minute qui résume un petit peu cette planification de préparation. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va passer maintenant sur la partie voyage. Donc Coralie va venir nous lire l'anecdote du Mont Ventoux. Alors ce que j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 13 chapitres dans ce livre. Et dans ces 13 chapitres, il y a un récit descriptif sur les différents cols parcourus. Et je ponctue à chaque fois un chapitre avec un récit du voyage, une anecdote personnelle. Donc Coralie va venir vous lire l'anecdote du Mont Ventoux. Bonjour. Alors, un jour de novembre, au Mont Ventoux, la veille de sa fermeture hivernale. Pas l'ombre d'une présence humaine et pourtant, mon vélo a disparu. Je rejoins la route par le sentier pédestre. J'observe de tous les côtés. Personne. 200 mètres plus bas, j'aperçois la housse de protection jaune fluorescent de ma sacoche avant. À côté de celle-ci, une casquette, sûrement celle du voleur. Plus de vélo, ni drone, ni ordinateur. Son butin comprend la totalité de mon équipement, à l'exception de l'appareil photo accroché au trépied appuyé sur mon épaule. La perte de 2 jours d'images m'affecte particulièrement.
Le reste est remplaçable. Je prends conscience de ce qui m'arrive et fonds en larmes. Les conséquences matérielles m'importent peu. C'est le vol en lui-même qui me tourmente. Cette action que je perçois comme un acte destructeur. Comme si quelqu'un avait décidé, du jour au lendemain, que mon aventure devait prendre fin juste pour son malin plaisir. C'est bien mal le connaître. Ce comportement égoïste me tracasse. Un sentiment de colère et de vengeance m'envahit. J'espère, au fond de moi, retrouver le coupable pour lui réserver le sort qu'il mérite. Le soleil se couche. La température décroît et moi je suis là, au milieu de la route départementale du Mont Ventoux, dans une situation ridicule, à pied, un casque sur la tête et un équipement de photographie sur l'épaule. J'attends. Pas moins de 10 minutes pour bondir sur l'une des seules voitures franchissant le sommet. Je force l'automobiliste méfiant à s'arrêter. À l'intérieur, un vieillard sensible à mes larmes accepte de me ramener à Malaucène. Nous discutons et j'espère vraiment que par chance, nous rattraperons le malfaiteur. Cependant, la descente s'éternise. Nous interpellons à 2 reprises des automobilistes garés sur le bord de la route. Chacun d'entre eux affirme avoir croisé un cycliste vêtu d'une tenue de ville sur un vélo aux couleurs identiques aux miens. Mon bon samaritain s'arrête pour la 2e fois afin de régler sa bouteille d'oxygène. Mon espoir s'envole. Avant de m'amener à la gendarmerie de Malaucène pour que j'y dépose une déclaration de vol, il me dit de vive voix. « Ça, c'est un arabe. Un arabe. J'en suis sûre. Ils sont partout maintenant. D'ailleurs, je vous ai regardé. Parce que si vous étiez arabe, eh bien, je ne vous aurais pas pris. » Je retrouve un léger sourire face à ces propos. En Suisse, me dira-t-on, le coupable est un Français. Et un arabe rejettera, quant à lui, la faute sur un Africain, qui, à son tour, suspectera un Chinois. Je remercie infiniment cette personne, dont je ne connais même pas le nom, pour son aide précieuse. Un gendarme me reçoit, et je ressors une demi-heure plus tard de l'établissement, une déclaration de vol en poche qui ne m'aura jamais servi. Je n'aurais pu imaginer me retrouver dans le même restaurant qu'à midi, une bière à la main, offerte par le propriétaire, à 8 heures du soir. Je cherche une solution pour rentrer en Suisse au plus vite, afin de me rééquiper. À ces heures tardives, impossible d'opter pour les transports publics. Alors que j'entame une réservation dans une chambre, dans un des seuls hôtels encore ouverts en cette période de basse saison, Marc, rencontré en pleine ascension, m'écrit pour s'informer de ma journée. Sa profession de pâtissier l'oblige à se coucher de bonne heure, mais malgré cela, il accepte de m'emmener à la gare d'Orange où je saute dans le dernier train pour Grenoble. Coralie et sa maman m'y récupèrent en voiture à 00h30 après plus de 2 heures de route pour me ramener en Suisse. Je profite du trajet afin d'effectuer des commandes express par Internet. Ma seule obsession, me rééquiper pour repartir au plus vite. Le lendemain matin, je dévalise les boutiques lausannoises avant de retourner à Sceaux en transport public. Le vol du Ventoux m'a quelque peu déstabilisé ce jour-là, au point de maudire ce sommet tant prisé des cyclistes. Cet acte isolé m'empêche sûrement de classer cette ascension sur ma liste des favoris. Mais les âmes charitables que j'y ai rencontrées m'ont permis de ne pas perdre foi en l'humanité. Avec le recul, cette expérience me satisfait. Une chute aurait pu interrompre mon voyage, pas un vol. Je m'estime donc heureux de pouvoir continuer l'aventure. Cet événement me permet aussi de partager une anecdote supplémentaire et encore une fois, les pires instants se transforment en meilleurs souvenirs. Un grand merci au vieux monsieur, à Marc, à Coralie et à sa maman de m'avoir prêté main forte. Et c'est la vue sur le Mont Ventoux depuis le col de l'Homme Mort. Alors merci Coralie pour cette belle lecture, j'espère que ça vous a plu. Donc passons maintenant sur la dernière partie, celle de l'après-voyage. Alors, on va parler ici de la conception du livre, de tout, du travail qui a été nécessaire pour concevoir ce livre, parce que pour moi c'était une toute première.
Je suis ingénieur de formation, encore moins, voilà, je ne suis pas artiste ou graphiste, je n'ai jamais été quelqu'un de très littéraire et je me retrouvais un petit peu du jour au lendemain à voilà, concevoir un beau livre sur mon voyage. Alors je suis rentré, c'était quoi? C'était un vendredi de novembre en 2019. Le lundi suivant, je retournais à l'armée en Suisse pour faire 3 semaines de cours de répétition annuels. Ensuite, 3 semaines de fête. À ce moment-là, j'avais bien mangé, j'avais bien bu et j'avais la peau du ventre bien tendue. J'ai pu récupérer et puis commencer à travailler puisque j'avais repris des forces. Alors, le gros du travail a commencé en janvier 2020 et durant 3 semaines, j'ai trié les 55 000 photos du voyage. Après ces 3 semaines, j'en avais plus que 2000 et maintenant vous en trouvez environ 700 dans le livre. Ensuite, 4 semaines ont été nécessaires pour la rédaction de la préparation du voyage, donc tout ce que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai rédigé les chapitres sur la partie matérielle, sur l'itinéraire et sur le voyage. Et ensuite, 26 semaines ont été nécessaires pour le cœur du livre. Donc pour vous expliquer ces 26 semaines de travail, je vais vous l'expliquer à travers le sommaire du livre. Donc vous avez ici sur la partie gauche toute cette partie d'avant-voyage avec l'itinéraire, un chapitre d'introduction sur les Alpes, sur la planification de l'itinéraire et sur le matériel. Et les 26 semaines ont été nécessaires pour rédiger cette partie de droite, ces 13 chapitres qui représentent chacun entre 1 à 4 de ces régions alpines. Donc pour un chapitre, 3 jours ont été nécessaires pour la retouche d'image. Ensuite, 3 jours ont été nécessaires pour la recherche historico-culturelle, on va dire, sur les différents cols afin de rédiger le récit descriptif. Ensuite, 2 jours ont été nécessaires pour la mise en page. Donc là, on cherche à trouver la relation parfaite, enfin le mariage adéquat entre le texte et l'image. C'est purement du graphisme. Et enfin, 2 jours ont été nécessaires pour que Coralie puisse relire le livre et puis que je puisse le corriger par la suite. Donc si vous additionnez ça, ça fait 2 semaines par chapitre, 13 chapitres fois 2 semaines, ça fait 26 semaines. Et puis à la fin, ensuite, 3 semaines ont été nécessaires juste pour peaufiner le livre. Là, j'ai rédigé aussi un tableau de classement d'école. J'ai fait une analyse multicritère en tant que bon ingénieur et j'ai classé l'école selon mes préférences. Donc tout ça, ça prend 9 mois. Autant dire que c'est un gros bébé, c'est mon bébé à moi de 3,3 kg et 528 pages, désolé Coralie. Et je me suis demandé comment est-ce que j'allais faire pour maintenant trouver un éditeur, puisque durant ces 9 mois de travail, je travaillais un petit peu dans l'incertitude. Et finalement, j'ai envoyé un manuscrit à une dizaine de maisons d'édition et j'ai eu plusieurs réponses positives de la part de maisons d'édition suisses et j'ai pu continuer l'aventure avec la maison d'édition genevoise Slatkin. Alors maintenant, venons-en un peu au vif du sujet, parlons du livre, de son contenu. Donc vous avez ici la première de couverture, le barrage des Mossons, en Suisse dans le canton du Valais, qui est juste derrière Chamonix. Ensuite, vous avez en 4e de couverture, le barrage de Moiry, également dans le canton du Valais, en Suisse. Alors maintenant, je vais vous présenter les doubles pages du livre. Donc pour chaque chapitre, pour chacun de ces chapitres, de ces 13 chapitres, il y a une double page d'introduction avec une grande image. On est ici sur le chapitre des Alpes rhétiques occidentales avec la photo du Splügenpass, col du Splügen, un très beau col frontalier entre la Suisse et l'Italie. J'ai beaucoup aimé la déclinaison de cette succession de lacets et c'est pour cette raison que j'ai envoyé le drone et que j'avais envie de capturer cette mise en scène qui me tracassait l'esprit. Ensuite, la page suivante, les 2 pages suivantes, ce sont celles-ci. Il y a toujours un petit, on va dire, un petit pictogramme en haut à droite qui représente les 36 sections alpines. Et la petite section en rouge, c'est la section du chapitre en question. Et à gauche, vous avez la carte en détail avec en rouge l'itinéraire parcouru et des points d'intérêt franchis. Donc vous voyez avec des croix les sommets, des petites montagnes, les cols et des petits poissons pour les barrages. C'est tout mignon. Ensuite, vous avez ici un autre exemple d'une double page. Donc, en Suisse, on parle 4 langues, dans l'ordre
le suisse-allemand, le français, l'italien et le romanche. J'ai dû attendre 25 ans et puis d'arriver à Berghoun pour entendre la première fois dans ma vie quelqu'un parler romanche, dans le canton des Grisons. Et c'était ici, à Berghoun. Ensuite, la double page suivante. Donc j'avais un prof à l'école qui me disait toujours, un prof d'hydrologie à l'université qui me disait, il avait un accent, un fort accent suisse-allemand, il me disait « Ah, ça c'est le décolleté de Longrain ». Et puis, j'avais toujours cette image de décolleté dans la tête et je me suis dit, il faut que je capture un peu cette mise en scène parce que quand j'allais à Longrain, je n'allais pas voir un barrage, j'avais toujours la vision d'un décolleté dans la tête et c'est pour ça que je vous propose la vue plongeante sur le barrage de Longrain. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi dans cette image, c'est que le lac artificiel, l'eau était relativement calme et on peut y voir le reflet des nuages. Donc, je pense que la première demi-seconde, on aperçoit l'image, on se demande mais dans quel sens est cette image et de quoi s'agit-il? Donc c'est bien une prise de vue aérienne depuis la verticale. Ensuite, je vous ai présenté tout à l'heure la boucle typique de Suisse avec les trois grands cols. Donc c'était le col de la Fourca, le col du Nüfnen et le col du Gothard. On a ici la double page sur le col du Gothard. Hein. Il y a aussi une autre double page pour le Nüfnen et la Fourca. Et vous trouvez sur les bas de page un profil, une élévation, un profil topographique de l'étape qui résume un petit peu l'étape du jour et qui vous permet aussi de vous guider quand vous lisez le texte. Donc ici, on a franchi la Fourca, le Nüfnen et le Gothard. C'était le jour 64. Nous avons parcouru 100 km et 3000 mètres de dénivelé. Et c'est ce que je voulais justement prendre en photo, c'était cette fameuse route recouverte de pavés sur plus de 7 km. Ensuite, ça vous devez sûrement connaître. C'est peut-être un paysage qui vous est plus familier. Dans le Vercors, c'est le col de la Machine. Et en plus particulier, juste après le col, les cirques de Comblaval. Donc j'étais impressionné par cette route taillée à même la falaise. Donc si vous ne me voyez pas, moi je suis en tout petit, en jaune, au milieu de l'image. Et j'aime beaucoup aussi, lorsque je fais une photo avec le drone, avoir ce rapport d'échelle pour montrer à quel point finalement on est tout petit face à ce décor majestueux. Ensuite, vous avez ici la page d'introduction sur les Dolomites. Alors ça c'était drôle parce que ce matin-là, on s'était levé à 4h30 pour photographier le lever du soleil. On était dans une auberge de jeunesse, on essayait de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller nos camarades de chambre. Et on était déjà sur le vélo, je pense, à 4h45, et j'ai toujours l'angoisse, même si je sais que j'ai suffisamment de temps, j'ai toujours l'angoisse d'arriver trop tard au sommet pour ne pas louper le lever du soleil. Alors après 30 secondes d'effort, j'étais déjà, je pense, à 170 pulsations, battements minutes, en train de me cramer pour faire cette photo. Alors finalement, on est arrivé avec, j'avais, je pense, 15 minutes d'avance sur Coralie parce que je suis allé un petit peu plus vite. Après, on a déposé les vélos sur le parking et on a fait une petite marche de 10 minutes pour venir ici et réaliser cette photo. Et lorsque je faisais justement cette photo, il y avait un autre photographe italien à côté et puis il était déçu des conditions et s'est dit « Ah, le soleil est discret, je vais revenir demain, ça ne me plaît pas. » Et puis moi, j'étais tout content parce qu'il y avait les nuages qui défilaient à toute vitesse et tout d'un coup, je capture l'image en rafale et puis je vois que des nuages violacés viennent un peu couronner le sommet Ragusella, à ne pas confondre avec le chocolat suisse Ragusa. Et j'étais satisfait de cette image, peu importe que la lumière soit belle, douce ou c'est égal, je pense que quand vous faites une photo, le plus important c'est d'être satisfait soi-même de son image. Alors, j'avais réalisé cette image, il était 6h du matin, on avait encore, je pense, 2-3 cols qui suivaient pour cette journée. Et à 6h du matin, je me suis dit, tiens, l'image du jour est réalisée, il faut qu'on aille le plus rapidement au prochain col pour photographier le col suivant. Alors on peut passer maintenant à la double page suivante. C'est toujours le même sommet, et puis depuis ce jour-là, je tiens à dire que j'écoute un petit peu plus Coralie. Tout simplement parce que moi, j'avais que l'idée en tête de rallier le col suivant le plus rapidement possible, et Coralie m'a dit « Mais est-ce que tu as vu les chevaux? On devrait faire une photo. » Donc, on s'est arrêté, on a fait demi-tour,
Et là, j'ai dit à Coralie, qui était d'ailleurs vêtue de ses habits de pluie parce qu'il faisait froid à 6-7 heures du matin, et je lui ai dit, ah ben tiens, on va essayer de représenter l'échappée du Passo Giao, puisque les chevaux étaient parfaitement alignés, et puis on s'est dit qu'on pouvait peut-être représenter une forme d'échappée. Donc on a été ensuite très contents de cette photo, et puis depuis ce jour-là, je suis persuadé que 2 paires de yeux vous permettent de doubler votre créativité. Donc à son anniversaire, je lui ai offert un appareil photo, et puis maintenant on roule toujours les deux avec, on a chacun un appareil photo, et puis voilà, de temps en temps je fais des photos, je suis satisfait de mes photos, et puis des fois je regarde ce que Coralie a fait, et puis je trouve que ses photos sont meilleures, donc on a des idées, des conceptions, de la conception de l'image, du paysage différentes, et c'est ce que j'ai vraiment appris ce jour-là. Ensuite, alors, ça c'est les 3 cimes de Lavaredo, en Italie dans les Dolomites. On s'était aussi réveillé, je crois, à 4h30, après 1 heure d'ascension, donc on arrivait vers 5h30, 6h, on arrive au sommet, qui est juste ici, à côté du restaurant, mais il y avait de la brume. Donc quand vous vous réveillez à 4h30 dans l'espoir de faire une photo d'un lever du soleil et qu'il y a de la brume, vous vous dites, c'est foutu, je me suis levé pour rien. Donc on est quand même allé à pied, en poussant le vélo, parce que c'est un chemin gravier, le long de cet itinéraire pédestre, pour voir si on avait un meilleur angle de vue sur les 3 tours, mais il y avait beaucoup de brume. On n'a rien trouvé. On est revenu en arrière, on a grimpé ici, on a posé les vélos dans l'angle et on est venu à pied sur la crête. Et puis là, pendant 1 heure, on était assis. Et durant 1 heure, j'avais mon drone en vol stationnaire, tout simplement parce que la brume voilait les 3 cimes. Et puis j'avais l'espoir que cette brume soit balayée par une rafale de vent. Et après 1 heure, j'ai justement pu faire la photo réalisée. Et ça, c'était ma position durant 1 heure. Donc il faisait, je pense, 4 degrés ce matin. Et j'ai trouvé un petit siège pour m'asseoir. Donc ça, c'est l'image. Est-ce que quelqu'un connaît ce barrage? C'est en Suisse, dans le canton du Tessin, depuis Locarno. Donc il y a 2 vallées très connues. Celle qui est plus connue, c'est la vallée d'Erzasca, avec le fameux pont des Sceaux. Et la vallée parallèle, c'est la vallée Maggia, donc la vallée magique. Elle porte bien son nom. Eh bien, si vous suivez cette vallée sur plus de 60 km et quasiment 2000 mètres de dénivelé, vous arrivez au Lago del Nare. C'est un barrage sublime. Moi, j'étais époustouflé par cette déclinaison des couleurs des différents lacs. Et dès qu'il y a quelque chose qui attire un petit peu ma curiosité, je me dis, c'est ça que je veux photographier. Donc, je suis arrivé au sommet des 2 barrages. Je crois que j'ai fait 2 heures de pause tellement j'étais bien. Et j'ai envoyé le drone dans les airs pour réaliser cette photographie. Ensuite, pour la double page suivante, donc là on a un autre exemple d'un itinéraire, c'était le col del Nivole en Italie. Donc c'est un col qui a une particularité puisque c'est un col par définition donc topographique. La définition mathématique d'un col, on peut dire que c'est un point de sel, mais sa définition pratique est que ce n'est pas vraiment un col puisque la route ne continue pas de l'autre côté. Alors bien sûr, vous pouvez basculer de l'autre côté à pied, mais pas à vélo puisqu'il n'y a pas de route. Et c'est un gros avantage parce que si le col ne bascule pas de l'autre côté pour les voitures, eh bien ça signifie qu'il y a beaucoup moins de trafic, de transit, et c'est un grand avantage pour les cyclistes. Et d'autant plus que c'est une réserve naturelle, et là j'ai retrouvé aussi de nouveau une déclinaison de lac. Je crois que c'était aussi 3-4 jours avant sa fermeture hivernale. Et voilà, j'aimais bien l'image de ce col parce qu'il y avait sur les photos que je réalisais un petit peu un mélange des 4 saisons. Alors vous avez ici la page d'introduction sur les Alpes du Dauphiné et les Alpes côtières. Donc c'est l'image du col, quelqu'un connaît? En Italie, à la frontière, mais on est en Italie quand même. C'est le col d'Essici et juste derrière, à 1 kilomètre, le col de Foneria. Donc 2 cols vraiment qui suivent. Alors, j'ai adoré capturer cette image. Personnellement, je suis très satisfait de cette image pour la simple et bonne raison que durant les 2 heures d'ascension, eh bien, j'étais dans la brume. Et puis je voyais rien. J'étais vraiment dans un décor un petit peu chaotique, mystique. Il y avait beaucoup de brume, on ne voyait pas à 10 mètres. Et puis quand vous arrivez au sommet et que vous avez ce décor qui se dévoile face à vous, eh bien l'atmosphère, c'est une transition totale. Voilà, vous êtes dans une atmosphère beaucoup plus féerique. Voilà, puis à ce moment-là, il y a un sentiment aussi d'euphorie qui vous envahit.
Donc je n'ai pas hésité à faire décoller mon drone pour réaliser cette photo. Ensuite, on arrive gentiment à la fin. Donc Coralie vous a parlé avant, vous a lu l'anecdote sur le Mont Ventoux. Ça, c'est une autre anecdote. Le col de l'homme mort, donc la première phrase. Le chien, meilleur ami de l'homme et pire ennemi des cyclistes. Si vous voulez connaître la suite, eh bien ça vous coûtera 49 €. Alors, on arrive gentiment à la fin. Il y a encore une dernière vidéo que je voulais diffuser. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que j'envoyais mon drone dans les airs pour réaliser un cliché photographique, eh bien, je profitais de ces allers-retours pour réaliser quelques séquences vidéo. J'ai rassemblé ces séquences vidéo pour vous proposer ce petit montage.
Voilà, alors cette fois, c'est bien fini. Merci pour votre attention. Juste pour vous montrer cette dernière image. Donc, souvent dans les expéditions en montagne, on a souvent la mer comme objectif. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous proposer cette image pour finir. C'est donc la ville d'Imperia que je regardais avec beaucoup de nostalgie le dernier jour du voyage. Donc merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions. Oui, nous avons le temps. Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si elles sont pour moi ou pour Coralie. Des questions personnelles, moins personnelles. On répond à tout. Alors, les crevaisons, pour le matériel, on a eu... Moi, j'ai eu, Coralie, 0 crevaison. Moi, j'ai eu 2 crevaisons. Mais au total, on a changé 6 paires de plaquettes de frein. Alors, pour la simple et bonne raison, surtout que voilà, c'est des vélos de compétition qui sont surchargés pour des vélos de cette catégorie-là. Et surtout, on avait beaucoup tendance à freiner dans les descentes. On ne faisait plus des descentes à 80 km/h, mais à environ 30 ou 40 km/h, tout simplement parce que pendant les descentes, je regardais constamment derrière moi pour savoir si le plus beau paysage n'est pas derrière moi. Pour la photo, toujours. Donc c'était vraiment toujours dans cette mentalité, dans cette optique de réaliser des clichés photographiques. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Moi, je voudrais vous demander pour le vol de votre vélo au Ventoux. C'est quand même des vélos qui valent une certaine somme, mais vous avez pu récupérer l'assurance, ça fonctionne? Alors oui, on a l'assurance, donc c'est vrai que c'est environ 4 à 5 000 euros de matériel, hein. C'est pas que le vélo, c'est aussi le drone, l'ordinateur et puis toutes les sacoches qu'il y avait dessus. Alors moi je m'étais assuré, heureusement, pour ce voyage parce qu'on part aussi durant 5 mois un petit peu dans l'incertitude. Donc oui, je m'étais assuré pour ça. Vous parlez pour les freins, vous n'avez pas de freins à disque sur ce... Alors oui, on avait les freins à disque, mais c'est justement les plaquettes de freins à disque. Ah, d'accord. Qui suffit que peut-être on n'était pas parti avec des plaquettes neuves, mais quand même 6 paires de plaquettes, je crois que c'était 2 pour Coralie et 4 pour moi. Je suis bien plus lourd, donc ça faisait quand même beaucoup de plaquettes. Est-ce que ça a été compliqué de trouver des hébergements donc, chez l'habitant? Alors, trouver les hébergements chez l'habitant, non, ça n'a pas été tant compliqué que ça, parce que finalement, le réseau de transit aussi dans les Alpes est très bien développé. Je pense que même dans les Pyrénées, il n'est pas aussi bien développé que ça. Et vous trouvez énormément finalement d'hébergements. Alors, nous, ce qu'on a préféré, c'est les bed and breakfast. Ça a l'avantage justement d'avoir un contact direct avec le propriétaire. C'est beaucoup plus chaleureux, vous en apprenez aussi sur la région. Mais ça a le désavantage peut-être de devoir rester un petit peu trop longtemps. Et on se sentait mal des fois de dire « Ah, demain, on ne va pas prendre le petit déjeuner parce qu'on doit partir à 5 heures ». Mais oui, on a trouvé sans trop de soucis tous les logements, puis chaque semaine, justement, on réservait les logements pour la semaine suivante. Oui. Est-ce que vous avez d'autres projets? Alors oui, j'ai un autre projet, donc peut-être moins avec cette dimension du voyage. Donc on a emménagé dans le canton du Valais il y a 1 mois, et maintenant je suis en train de construire le projet Le Valais à vélo, donc on va voir s'il y a une collection qui se poursuit. Mais peut-être moins, comme je l'ai dit, avec cette dimension du voyage, mais je vais mettre un petit peu plus l'accent sur l'itinéraire. Donc l'objectif, c'est bien sûr de choisir toujours l'itinéraire sur la base d'images, puisque ce sera aussi un beau livre. Une autre question? Oui. Là, manifestement, l'aventure, ça a été conçu sur une longue période. Ça a pris longtemps pour le faire. Il n'y a pas eu un immense vide. Après, il n'y a pas eu, on rentre à la maison, on pose des bagages et puis on se dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors oui, souvent, après ces longs voyages, on ressent beaucoup de nostalgie. Mais ce n'était pas mon cas, tout simplement parce que mon projet, ce n'était pas forcément de faire un voyage, c'était de faire un livre. Donc, le gros du projet, le plus dur pour moi, ça n'a pas été de pédaler 18 km, ça a été de rédiger ce livre-là. Donc, au final, après mes 5 mois, alors oui, je suis revenu, j'avais un petit coup de mou aussi, la remontée de fatigue, hein, quand vous commencez, après 5 mois de voyage, à rentrer à la maison et à ne plus faire de sport, puis dans 2-3 semaines, il y a un cycle de fatigue qui s'installe, vous êtes vraiment un légume durant plusieurs semaines. Donc là, ça a été physiquement difficile, heureusement c'était des fêtes, on se reposait. Mais psychologiquement, pas tant que ça, parce que je devais commencer ce livre-là et je me réjouissais de le concevoir.
d'un point de vue aussi de l'écriture et d'un point de vue graphique, de l'image. Et à chaque fois que je revoyais ces images, eh ben, je me replongeais un petit peu dans cette aventure. Donc psychologiquement, je n'ai vraiment pas eu ce coup de nostalgie. Oui. Est-ce que cette aventure a été sponsorisée avant que vous partiez? Alors non, elle n'a pas été sponsorisée. En termes d'argent, on peut compter environ 100 francs par jour. Moi, j'avais déjà fait mon service militaire en Suisse, c'est obligatoire. Donc j'avais un petit peu d'argent du service militaire. J'ai aussi travaillé durant les études. Du coup, j'ai pu mettre suffisamment d'argent de côté pour réaliser ce projet. Ce genre de projet, ça coûte, enfin pour nous, ça dépend bien sûr des logements, mais on comptait environ 100 € par jour. Ça fait 12 500 €. Par personne? Alors par personne, c'est un petit peu délicat parce que en Suisse, c'est quand même les logements sont un petit peu plus chers en Suisse, ou alors on les Dolomites en période de haute saison. Alors lorsqu'on était deux, j'avais, je vais dire 120, 130 €, et puis tout seul, un bon 100 €. Donc quand vous regardez les logements de dernière minute, enfin une semaine à l'avance, donc le moins cher qu'on a eu, c'était peut-être 24 € chez le paysan. C'était aussi peut-être la plus belle expérience. Et puis le plus cher, c'était dans les Dolomites pour 100 €. Une fois, on a eu un 4 étoiles parce que c'était le dernier logement en pleine saison. On devait aller photographier les 3 cimes de Lavaredo. Donc c'est vrai que ça aussi énormément. Sur le plan professionnel, vous aviez pris une disponibilité ou vous étiez encore étudiant? Alors sur le plan professionnel, donc j'ai terminé mes études donc, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en 2019. 2 jours après la défense de ma thèse, je suis parti pour ce voyage. Et donc j'ai eu 15 mois, on va dire, d'année sabbatique pour réaliser ce projet. 5 mois de voyage, 10 mois de conception. Et après j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur en civil, en structure à Bienne, donc à 100%. Et durant cette année-là, donc tous les soirs, j'étais occupé aussi à modifier un petit peu, à peaufiner le livre, parce qu'il y avait bien sûr les retours de l'éditeur, il fallait revoir peut-être un petit peu de mise en page, la relecture professionnelle, valider les impressions. Donc là, il y avait du travail à faire, mais c'était, on va dire, du petit travail que je faisais en même temps que mon travail d'ingénieur. Merci. Oui. Est-ce que vous avez une application pour l'itinéraire ou c'est vous-même qui faisiez? Alors, ça, on m'avait aussi demandé où est-ce qu'on peut trouver l'itinéraire. Donc, maintenant, il y a un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez Strava, c'est un petit peu le réseau social des sportifs. Vous pouvez faire alors, les puristes, il y a eu la conférence juste avant l'excellence de l'alpinisme, donc on avait affaire aussi à quelques puristes de l'alpinisme qui sont peut-être contre l'excellence du sport et de l'élitisme et du chronométrage. Et Strava va un petit peu dans ce sens-là, mais c'est aussi pour des raisons de partage. Donc, vous prenez votre compteur vélo, vous enregistrez votre sortie, vous téléchargez votre sortie sur ce site Strava, qui est un petit peu le Facebook des sportifs, et vos amis peuvent consulter votre itinéraire, les photos que vous avez faites durant cet itinéraire. Et vous pouvez surtout vous comparer vos temps sur les différents segments, pour ceux qui ont un esprit un petit peu plus compétitif. Et sur mon compte Strava, vous pouvez retrouver mes itinéraires, mais l'objectif de ce livre-là, c'était plutôt de faire une sorte d'atlas des cols alpins, parce que je ne connaissais pas suffisamment en détail tous les itinéraires. Donc oui, j'ai dessiné mes itinéraires, vous pouvez les trouver sur mon compte Strava, mais mon objectif, ce n'était pas de proposer non plus mes propres itinéraires, mais de mettre en avant les différents points d'intérêt. Alors le prochain livre que je vais faire, c'est un petit peu l'inverse. Là, je vais peaufiner davantage l'itinéraire. Vous trouverez un QR code dans le livre, vous pourrez scanner ce QR code et télécharger l'itinéraire. Mais ici, ce n'était pas trop la volonté pour cet ouvrage. Encore une autre question? Vous avez faim? Je pense qu'on arrive gentiment au bout. Bravo. Si vous êtes intéressé aussi... Alors, je prends juste une dernière question. Tu avais une question? Ah oui, vous êtes de ministère vélo? Alors oui, et puis une charrette pour transporter le livre qui pèse 3,3 kg fois 50 exemplaires. Non, j'ai pas encore des assez gros mollets, malheureusement on est venu en voiture. Alors si vous voulez le livre, donc voilà, quelqu'un l'a déjà, Mickaël aussi, et ben vous pouvez venir dans le stand. Donc dès que vous entrez dans le salon, je suis à droite au fond, à côté de la librairie Landru. Donc n'hésitez pas à venir si vous voulez un livre et une dédicace. Voilà, merci.